Edouard, est-ce que tu me vois? Tu m'entends? Et toi, ça va? Oui, Tu m'entends? je t'entends très bien. Donc, Voilà. j'ai bien reçu le plan et on va parler alors aujourd'hui euh, de la langue altaïque. Je vais juste mettre ça Ouais. ici. On va commencer la leçon 14, les langues du groupe altaïque, ça veut dire les langues turques, Oui. mongoles, tongouzes, coréen, coréen, c'est comme ça, coréen. Non, je pense que c'est coréen, c'est avec E accent aigu, EN. Je crois que c'est ça. Je vais corriger après. Le japonais et le Oui. tatar. D'accord, Oui. allons-y. C'est avec toi, s'il te plaît. Merci. Donc, les langues altaïques. C'est une des familles, l'une des plus anciennes peut-être euh, sur la Terre, pas sur la Terre, mais dans l'histoire de la linguistique, disons comme ça. Et donc, il y a deux sous-groupes. C'est pour dire qu'il y a certaines langues qui sont plus faciles à apprendre, d'autres qui sont plus difficiles à apprendre. Ça, on verra pendant mon exposé. Donc, les langues altaïques. Pour nommer la région, c'est Moyen-Orient, Europe de l'Est, Asie centrale, Asie du Nord, Asie de l'Est. La classification, les langues altaïques, après, c'est les langues turques, les langues mongoles, les langues toungouzes et le coréen. Voilà, et le point 10 marque tout ça en petit résumé. C'est intéressant ça, Voilà. Edouard, parce que le mongol et le turc, ils sont très loin, les pays, et ils sont de la même famille. C'est intéressant ça. Oui, et en plus assez proches l'une de l'autre. Ouais. Voilà. Et ça, je vais le montrer pendant mon exposé. Euh, voilà, donc si tu pouvais monter jusque le point 15, s'il te plaît. Voilà, donc cette vaste Edouard, famille si tu inclut. peux juste tourner tes notifications du portable pour le silencieux, s'il te plaît, Ah, sans ok, bruit. attends. Voilà. Donc, les langues turques, euh, telles que le turc de Turquie, Oui, oui, allez, allez. l'azéri, le turkmène, qui est la langue, qui est la langue, qui se, le peuple qui parle le turkmène habite la Russie. Les Kazakhs, ils sont très nombreux, on peut les voir même à Moscou, donc ils habitent la Russie. Le kirghize, c'est pareil. Le tatar, c'est un peuple qui s'est mélangé avec les Russes. Voilà, donc on peut les rencontrer tout simplement. Ils sont les médecins, les professeurs, les ouvriers, comme toute autre personne. L'Ouzbékistan, ça se trouve en Russie. Et après les autres langues comme le touven, le yakout, d'ailleurs c'est aussi la Russie, etc. Donc les langues mongoles, telles que le khalkha, le tchakhar, l'oyat, le kalmouk. Le kalmouk, c'est une langue vivante qui est Je n'ai pas encore. compris ça ici. Le Turkmène, la Russie, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la Russie, le Turkmène? Parce que la République de la Turkménie se trouve en Russie, c'est la République autonome. D'accord, donc c'est Le, une république, c'est un genre de république qui appartient à la Russie. oui, C'est oui. proche Le, de la Turquie, c'est ça? oui, ça s'appelle la République autonome, mais elle appartient à la Russie, comme le Kazakh, c'est le Kazakhstan, la République autonome. Voilà. Comme l'Ouzbékistan, c'est aussi une république autonome. Et la Yakoutie, je ne sais pas comment on dit en français,
c'est aussi la République autonome qui se trouve au nord de la Russie avec la capitale Yakoutsk. Donc, tu vois que les langues turques sont très répandues en Russie. Ah, Après, donc, la turkmène, c'est le Turkménistan. oui, Ah, exactement. d'accord. Le kazakh, c'est le Kazakhstan. D'accord, parfait. Oui, maintenant, ça fait du sens. Le tatar, c'est le Tatarstan. Ah, Le d'accord. Oui, Tatarstan, oui, oui. avec la Maintenant, capitale. je comprends. Le Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan et toutes Tadjikistan, ces oui, choses-là. Voilà, voilà. oui, Maintenant, ça oui, fait du oui. sens. Oui, donc la langue mongole, ça j'en ai déjà parlé. Mais je pensais, Edouard, qu'il parlait le russe là-bas, mais il parle le turc alors dans ces pays. Oui, dans ces républiques, oui. Et généralement, ils écrivent en cyrillique. C'est le même turc de la Turquie? Non, le turc de la Turquie, ils écrivent en latin, Non, non, en non, mais alphabet je dis latin. à l'oral, c'est le même? Comment te dire? Il y a les similitudes, Bon, parfois ils c'est sont un très... peu éloignés. Non, non, elles sont très proches, toutes ces langues. Parfois, les interlocuteurs se comprennent mieux que les autres. Voilà. La plus grande parenté, d'ailleurs, que j'ai pas mise ici, c'est entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Ça, c'est très proche, ils se comprennent parfaitement. Donc, toutes ces langues d'origine Donc, turque, ils peuvent se comprendre, les gens de la oui, Turquie et de tous ces pays-là. oui, oui. Et donc, mais le russe, ils ne peuvent pas comprendre. Non, dans toutes ces D'accord. républiques, le russe, c'est la deuxième langue, mais pour eux, bien aussi que pour nous, ce sont les langues vraiment à part. Ça se voit que toutes ces langues sont de l'autre famille, que D'accord. ce n'est Donc, pas je la famille pensais que les anglaise. gens, ils auraient à apprendre le turc juste pour la Turquie, mais ils apprennent le turc pour la Turquie, pour la Turkménistan, pour le Kazakhstan, pour tous ces pays-là. Oui, oui, oui. C'est bien alors, le turc, alors c'est une langue plus raisonnable, plus... c'est une langue qui, je pense, qui... ça va la peine, comment est-ce que je peux dire? Ça va la peine. Oui, ça va la peine de l'apprendre. Ça va la Oui, et peine de ce que j'ai l'apprendre parce que fait, c'est pas euh, que dans la Turquie. C'est génial ça. oui, et c'est pour ça que j'ai appris un peu de tatar et un peu de turc, et je peux dire que c'est bien plus facile que l'autre sous-groupe, le sous-groupe japonais. Ça, c'est plus difficile. Et les langues D'accord. turques sont Dans tous ces pays ici, ils écrivent en cyrillique. en cyrillique. Oui. Parfait, parfait. Je ne suis pas La sûr Turquie, et la Turquie, ils écrivent en quoi? ils écrivent en latin En et latin. en développant voilà, tout ce que j'ai préparé, on verra pourquoi. Ils D'accord, écrivent en alphabet latin et c'est très facile à lire, le turc. C'est-à-dire, tu lis tout ce qui est écrit, c'est la lecture phonétique. C'est très facile à lire. parfait. Voilà, donc, et les langues toungouzes, comme l'Evenki, qui fait aussi partie de la Russie, j'ai oublié à le mettre. Donc, Non, non, l'Even, Les Mongols, Edouard. Le Khalkha, le Tachka. ça, ça ne fait pas partie de la Russie, sauf le Kalmouk. Le Kalmouk, c'est une petite région tout au nord. À propos des autres, je ne sais pas. Mais tous ces langues ici, les langues mongoles, ça appartient à la Mongolie, donc le pays, la Oui, Mongolie. oui, ça je vais le développer à la fin. C'est la République autonome de la Mongolie. D'accord, Euh, voilà, où on parle cette langue. d'accord. Voilà. Euh, donc, si tu pouvais monter la Non, page non, mais suivante. les langues tongouzes parlent Ah, beaucoup. c'est
Ce sont les langues de l'Evenki, de l'Even, de Neguidal, d'Udiché, de Retoche, de Nathan. Voilà, moi je ne les connais pas, sauf que ils sont proches du mongol. C'est pour ça que je ne veux pas développer ce Mais sujet. Tongouz, les langues tongouzes, elles partiennent de quel pays? C'est entre la Russie et l'Asie. Et par exemple, l'Evenki, ça appartient à la Russie. Mais les autres peuples sont tellement minoritaires que moi, je ne sais pas. Comme je ne suis pas spécialiste de cette famille, je ne sais pas à quel pays, justement, appartiennent les langues toulouse. D'accord, parfait. Voilà, donc la typologie linguistique. Les langues altaïques sont fortement centripèdes au sein du syntagme, le noyau, l'élément central, est précédé par ses satellites, éléments dépendants. Dans le groupe nominal, le nom est précédé par ses expansions, adjectif épithète, complément du nom, proposition subordonnée relative. Voilà. L'ordre fondamental de toute phrase dans cette famille, c'est sujet, objet, verbe. Voilà. Il y a beaucoup de mots composés et ce sont les langues agglutinantes. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a plusieurs suffixes et chaque suffixe joue un rôle à part. Voilà. Ce n'est pas comme les suffixes russes ou latins qui, qui comprennent à la fois toutes les choses. Par exemple, le nombre, la personne et le temps du verbe. Ce n'est pas la question de ces langues parce que il faut rajouter les suffixes. Au point 26, nous voyons la terminologie, oui, donc le terme, l'harmonie vocalique. Ça, c'est crucial pour les langues turques. C'est très, très important. Nous voyons les exemples au point 28. C'est un exemple du suffixe du pluriel des noms, soit l'air dans les mots à voyelle antérieure ou comme dans la terminologie russe ou turque, les voyelles molles. L'exemple 10, qui veut dire la dent, au pluriel disler. Ève, qui veut dire la maison, au pluriel Evler. Guse, qui veut dire la rose, au pluriel Gusler. Gueuse, qui veut dire l'œil, Gösler. Par contre, nous mettons le lar. Si nous avons par exemple le mot musulman au pluriel, musulman lar. Et comme ça de suite. Par exemple, sont les voyelles dures. Cuse, il faut bien prononcer. Cuse, la fille. Cuse-lar, au pluriel. Ayak, le pied. Ayak-lar. Mousse, banane. Mousse-lar. Voilà, herbe, hôte, hôte-lar. Voilà, par exemple, si j'avais voulu dire mais musulmane, j'aurais dû dire musulmane l'armée, et pas l'armée, mais l'armée. Mais, ça se met après le mot. C'est pour montrer l'harmonie vocalique. Toutes ces langues ont les noms parce que elles s'étaient regroupées autour des montagnes de l'Altaï qui se trouvent en Russie. Et ouais, voilà, donc le mot altaïque a été introduit par Mathias Castren. Voilà, et donc Castren a proposé la famille des langues altaïques qui ne comprenait que pas seulement les langues turques, mongoles et toungouses, mais aussi finno-hongroises, je dirais comme ça, finno-hongroises. C'est une théorie discutable, mais ça explique beaucoup de choses.
Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai étudié un peu de finlandais. Il y a les similitudes. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est une autre famille, donc je vais laisser un peu de côté. Voilà, donc oui, si tu pouvais me montrer la page suivante. Oui, merci. Donc, voilà, en 1970, Roy Andrew Miller a publié l'ouvrage Le japonais et les autres langues altaïques. Voilà, et en pensant que la majorité des langues japoniques faisait aussi partie voilà, des langues altaïques. Voilà, donc pour avoir à dire tout ce que j'ai à dire, si tu pouvais me montrer, ah oui, déjà on est là, donc c'est le point 40. En 2003, le scientifique russe Sergei Starostin, Anne Debo et Oleg Mundrak ont publié le dictionnaire étymologique des langues altaïques qui contenait 2800 mots. Et ça, c'était vraiment superbe parce que ces trois scientifiques sont arrivés à la reconstruction du proto-altaïque, la langue mère altaïque, le proto-altaïque. Voilà, donc revenons à l'harmonie vocalique. À l'oreille, quand on entend en turc parler, en tatar parler, c'est très beau. C'est comme c'était ici une poésie. C'est grâce à cette harmonie vocalique. Et nous passons au point 44, le turc. Donc, nous voyons la classification, les langues altaïques, les langues turques, les langues oungouzes et le turc. Voilà, si tu pouvais monter vers le point 50, s'il te plaît. Merci. Voilà, au-delà de la Turquie, le turc est utilisé sur l'ancien territoire de l'Empire ottoman. Donc, c'est 1299-1922. Voilà, et tous les peuples qui ont vécu dans cet empire ont adopté voilà, le turc. Les turcophones en Bulgare, en Grèce et même en Russie. Voilà, donc l'histoire. Le vieux turc utilisait l'alphabet de l'Orkhon. Et ces écritures sont également appelées les runes turques parce que ça ressemblait beaucoup aux runes alémaniques. Au Moyen Âge, au 6e et 11e siècle, le peuple parlait des langues turciques réparties en Asie centrale et qui s'étendaient dans une vaste région de la Sibérie à l'Europe et vers voilà, les autres endroits comme la Méditerranée, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que le scientifique Mahmoud de Kachar a publié le premier dictionnaire complet de langue turque avec également une carte de la répartition géographique des peuples turcophones. Et c'était bien avant les Européens. C'était le 11e siècle, tandis que en France, le premier dictionnaire était publié en 1538, presque 5 siècles plus tard. C'est ça ce qui est intéressant. Donc, le turc ottoman s'appelait le turc osmanli. Voilà. Et suite à l'expansion de l'islam, il y a beaucoup d'empreintes des mots à l'arabe et au persane. Par exemple, comme en espagnol d'ailleurs.
on dit massa, ça veut dire la table. Bir massa, une table, et comme ça de suite. Voilà. Donc, si tu pouvais monter la page suivante, s'il te plaît. Seulement une seconde. Parce que je veux Quand juste. je t'entends un peu mal. M'entends? Oui, si tu as des questions. Si tu as des questions. Je veux juste montrer les pays du Ottoman Empire. C'est Oui, la Budapest, la Constantinople et tout ça. Voilà. Donc, tous les pays, ils parlaient le turc, c'est ça? oui, oui. Et c'est une langue relativement facile à apprendre. Au moins pour les Russes, parce que nous avons aussi les cas, les déclinaisons. Voilà, donc, oui. Et donc, en turc, euh, tout d'abord, il faut savoir, il faut tenir dans la tête que dans la société rurale qui parlait en turc de tous les jours, connu sous le nom Kaba turqué, en français turc rigoureux, beaucoup plus pur, euh, qui fut la base du turc moderne. À part d'une poignée d'universitaires, personne ne parle plus le turc ottoman ou le turc classique, disons comme ça. Afin, l'influence du grec médiéval n'était pas négligeable. Et donc, pour parler, Donc, c'est le turc moderne aujourd'hui, c'est ça? le turc moderne euh, s'est construit à partir du turc parlé. Voilà. Et pas du turc ottoman, qui était plus scientifique, plus administratif, l'écriture, tout ça. C'est d'ailleurs comme dans n'importe autre pays du monde, par exemple, le français s'est constitué à partir du latin parlé, du latin vulgaire. Hein. Voilà. Et donc, avant 1928, en Turquie, on écrivait en arabe. Et après, on a proposé une réforme et voilà, qui s'appelle la réforme des signes. Et à partir de 1928, on écrit en alphabet latin. Donc, voilà, si tu pouvais montrer la page suivante, s'il te plaît. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire on peut pour ne pas être, pour ne pas se perdre dans les détails. Donc, je vais parler des voyelles. Les voyelles en turc, voilà, elles sont citées en ordre alphabétique que je vais lire. A, c'est le point 66. A, E, U, I, O, E, U, U. Voilà. Et donc, ici, on entend le mélange des voyelles molles et des voyelles dures. Donc, si tu pouvais aussi monter à la page suivante, s'il te plaît, pour ne pas être... voilà, je vais juste expliquer. On peut utiliser l'usage de l'harmonie vocalique avec les particules mi, mu, mu. Quoi qu'elle soit détachée du mot qui la précède, elle obéit à l'harmonie de ce dernier. Les courtes traductions du tableau suivant en donnent des exemples. Par exemple, voilà, on voit les exemples. Et même j'ai souligné en gras. Paris, mi, est Paris. Turc, mu, est-il turc? Darb, mu, est-ce une montagne? Koku, mu, est-ce un enfant? C'est ça que la
particule interrogative qui est après, elle obéit à l'harmonie du mot qui est avant. Voilà, maintenant la grammaire. Théoriquement, il n'y a pas d'article en turc, sauf l'article dir, qui veut dire un. Voilà. Euh, donc, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, tu peux monter à la page suivante, s'il te plaît, pour ne pas être, voilà, parce que comme je suis limité par le temps. Euh, donc, parmi les langues agglutinantes, on compte les langues dravidiennes, le tamoul, les langues austrasiennes comme indonésien, tagolog, les langues altaïques, le turc, le mongol, voilà, et les autres. En turc, il y a les déclinaisons, comme en russe, et donc il y a plusieurs cas, comme le nominatif, l'accusatif, le génitif, le datif et le locatif. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas donner un peu l'exposé, même bref, de la grammaire turque, mais elle est très intéressante. Et nous allons voir le point 105, s'il te plaît. Voilà, ici, c'est très intéressant. C'est une particule possessive. Quand ça appartient à quelque chose et qui est mise, cette particule, à la fin du mot. Donc, Eve, cela veut dire la maison. Donc, ma maison, c'est Evim. Ta maison, c'est Evin. Sa maison, c'est Evi. Notre maison, Evimise. Votre maison, Evimise. Leur maison est Ebleri. Voilà, et comme ça de suite, on voit toujours la loi de l'harmonie vocalique. Voilà. Maintenant, on peut monter vers le point 95, s'il te plaît. Voilà, encore plus haut. Voilà, c'est très bien, merci. Non, non. 40. Ah oui, ici. Donc, le turc a 139. Je ne comprends pas pourquoi j'ai une résolution différente, mais ce n'est pas grave. Le turc a connu différents systèmes d'écriture, dont une adaptation de l'alphabet arabe. Ce dernier a été utilisé pour noter le turc d'Anatolie au XIIIe siècle. Au 1er novembre 1928, date à laquelle la romanisation, baptisée la Révolution des signes, qui était décidée par Mustafa Kemal, est devenue officielle dans le cadre de sa politique à la fois nationaliste et modernisante de la société turque. Voilà, et donc je vais finir avec le turc en prononçant l'alphabet qui est au point 142. Donc, l'alphabet turc est phonétique, ce qui signifie que l'on peut presque le prononcer simplement en lisant les lettres. Il y a 29 lettres que je vais lire. Voilà. C'est ici. Voilà. Donc, A, B, C, G, D, E, F, G, H, H, I, I, J, K, L, M, N, O, E, P, R, S, H, T, U, U, V, Y, Z. Voilà. Sur ce point-ci, je peux finir avec la langue turque pour passer à la langue japonaise.
Ça va? Oui, ça va. Tu as des questions peut-être? Hein? J'étais en train d'écrire quelque chose ici pour parler avec toi à la fin. Oui, ça va. Allons-y. Oui, donc on va laisser de côté le translittération. Donc, le point en 150. En japonais, la langue japonaise se dit Nihongo. Les caractères voilà, suivants, je ne peux pas les prononcer, désignent le Japon et le dernier caractère signifie la langue. Toutefois, les Japonais eux-mêmes utilisent le mot Kokugo, la langue du pays, la langue nationale, pour faire référence à leur langue. Le plus remarquable est la présence des nombreux vocables issus ou dérivés de la langue chinoise écrite. Mais je souligne, il s'agit de l'alphabet, pas de la structure. D'ailleurs, pour marquer, dès le début, pour marquer la majeure différence entre le chinois et le japonais, ce que le japonais forme des longs mots comme en turc, et les Chinois s'expriment avant tout avec les syllabes, donc des mots très courts qui incluent une consonne et une voyelle. Mais ça, je vais le développer plus en détail un peu après. Donc, le Japon, à l'époque avant l'écriture. Les mots japonais sont généralement appelés Yamato Kotoba, littéralement les mots du pays de Yamato, ou Wago, littéralement mot japonais, par opposition aux mots sino-japonais, c'est-à-dire d'origine qui étaient chinois, mais qui sont mélangés avec le japonais, et aux emprunts aux langues étrangères. Voilà. Donc, selon Et Jean-Jacques, d'où ils sont, ces personnes, sinon japonais? Ils sont même du Japon? sino-japonais, sino, cela veut dire du provenance chinoise, mais adopté par les Japonais. Pour illustrer cet exemple, tu vois, ils ont pris, c'est vrai, ils ont pris l'alphabet chinois, mais c'était très difficile à l'adapter à leur prononciation. C'est un peu comme nous avons l'alphabet latin et en italien et en latin, nous pourrons lire de la façon phonétique tout ce qui est écrit, tandis que les Anglais et les Français, en utilisant le même alphabet, doivent appliquer de multiples règles de la prononciation, parce que c'est assez différent. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui disent que ce n'est pas tellement raisonnable pour les anglophones et les francophones d'employer l'alphabet latin parce que ça donne des difficultés. Voilà, et c'était les mêmes difficultés pour le japonais. Voilà, donc la page suivante, s'il te plaît. Donc, la phonologie de cette langue indigène japonaise a survécu sans grand changement à l'expression du timbre vocalique de certaines syllabes, comme on peut en juger en comparant, par exemple, les mots indigènes comme me, aiki, asa, ame, umi, etc., du japonais moderne au même mot du Man Yoshu du 8e siècle, après Jésus-Christ, bien entendu, c'est-à-dire plus de 1000 ans. Voilà, les consonnes sont toujours des voyelles ou des syllabes ouvertes et sont peu nombreuses. Une consonne peut être associée à ya, yu, yo pour former une syllabe. Donc, je ne veux pas dire que c'est un alphabet syllabaire, mais au moins c'est une logique syllabaire, un peu comme en sanskrit. Voilà, donc le système graphique inclut le kagis, littéralement caractère de Han, est éponyme des Chinois, écriture logographique d'origine chinoise, et les kana, système dérivé des anciennes écritures, peut-être japonique, on n'est pas sûr. Les kana se divisent eux-mêmes en deux groupes, hiragana et katakana.
Les katakana sont employés pour l'écriture des mots d'origine étrangère, appelés gairago, comme shizu, de cheese, fromage en anglais. Voilà, donc littéralement les mots venus de l'extérieur, voilà, des hématopées et d'autres choses. Voilà, et il existe plusieurs méthodes de transcription du japonais en lettres latines ou romaji. La plus utilisée à l'étranger, c'est la méthode du Merci, hep Grégoire. pur. Donc, il y a les systèmes graphiques, le kanji, le kana, les kana et les katakana. Katakana, où est l'autre? Le hiragana, le katakana. Je suis en train d'apprendre le japonais et il y a ces deux systèmes ici qui sont les principaux que je vois là-bas. C'est cela? Oui, dans les sources, ce n'était pas marqué, mais sans doute. Voilà. D'accord. Parce que c'est un peu compliqué le japonais au début, même pour l'alphabet, ça complique, ça c'est beaucoup compliqué. C'est pas un peu, c'est beaucoup compliqué pour moi. Mais je persévère. Allons-y. Oui, donc, si tu pouvais passer à la page suivante, à la page 11. Voilà, donc les origines. Le japonais a longtemps été classé dans la famille des langues altaïques avec le mongol, le turc, le toungouz et le coréen. Voilà. D'autres y voient une langue mixte avec un substrat proche de l'aïnou, Question, probablement Edouard. issu. Les gens qui parlent japonais, tu penses qu'ils peuvent bien se comprendre, les Coréens avec les Japonais? Euh, comment te dire ça? Ils peuvent se comprendre, mais pas facilement. On peut comme C'est un peu comme le la personne. français et l'italien, Ouais, ouais, ouais. ou C'est un peu ça. c'est plus éloigné, c'est plus loin. C'est un peu ça. Non, c'est pas plus éloigné, c'est justement ça. Ouais. L'italien et le Euh, français à peu près. D'accord. Et le turc et le ouais. japonais, c'est un peu près ou c'est beaucoup éloigné? C'est vraiment très éloigné à tel point que ils ne vont pas se comprendre. C'est la même situation, même pire. Par Le exemple, si portugais et quelqu'un le parle, français, par exemple. non, c'est bien plus éloigné, je dirais, c'est l'allemand et le portugais. C'est D'accord, comme ça. d'accord, d'accord. C'est-à-dire, c'est que quelques ressemblances, mais voilà. Donc, ça, on peut laisser ça de côté. Donc, la page suivante, s'il te plaît, pour que j'ai aussi le temps de dire les choses. Voilà. Donc, le japonais est une langue. Non, C'est c'était bien. l'origine. Voilà. Je peux continuer? Oui, j'étais juste en train de montrer les pages parce que si les gens ils veulent mettre en pause la leçon, ils peuvent voir qu'est-ce qui était en écrit. Très bien. Allons-y. Mais tu me diras quand je peux continuer. Oui, bien sûr, allons-y. Voilà. Donc, le japonais est une langue agglutinante, comme le turc, ce qui n'est pas le cas du chinois. Loin de ça. Donc, comme le turc, c'est une langue agglutinante. C'est une langue centripède. Le prédicat se place à la fin de la phrase. L'objet est placé devant le verbe. L'adjectif se met devant le substantif. Et la morphologie est principalement suffixante, c'est-à-dire avec les suffixes. Il n'y a ni article, ni genre, ni nombre. Les verbes ne se conjuguent pas selon les personnes. Ça, pour nous, c'est très étonnant parce que, voilà, même en turc, ça se conjugue, mais pas au japonais.
Les déterminants possessifs tels que mon, ma, mes, ainsi que l'appartenance, indiquée en français par la préposition de, se traduisent par la particule no. Exemple, Watashi no neko desu. Voilà. C'est un exemple de l'emploi de la particule de la négation. Seul le contexte où on prononce ces phrases peut donner une indication sur le nombre. Parce que quand on parle des substances, des êtres, des personnes, on ne connaît jamais le nombre. C'est seulement le contexte. Maintenant, la chose la plus intéressante, c'est la politesse. Le point 184. Parce que la société japonaise est très hiérarchique et on respecte bien les titres, les noms, par exemple, le professeur, le maître d'école, le chercheur. Donc, la politesse. Le vadai, c'est l'objet de la conversation, c'est-à-dire la personne, le groupe social dont on parle. Le detantu, c'est la situation de communication, c'est-à-dire la personne, le groupe social à qui l'on parle. Par ailleurs, la politesse japonaise repose sur la distinction fondamentale entre antérieur, c'est-à-dire les membres du groupe social, et ça c'est important du point de vue de la sociologie. Donc antérieur, nous, notre groupe, et soto, extérieur, c'est-à-dire les membres d'un groupe social différent de son propre groupe. Déjà dans la langue, j'ai toujours souligné ce fait que la langue nous offre quelques conséquences culturelles. Et ici, on voit que les Japonais divisent intérieur et extérieur. Je ne vais pas parler voilà, des tristes conséquences, ce que cela applique aux étrangers. Voilà, parce que quand même, il faut parler des choses un peu plus positives. On peut également noter la différence d'intensité entre les suffixes chan, kun, san, sama, dono, pour ne citer que ces suffixes neutres sont ajoutés au nom des personnes à qui on s'adresse, que ce soit verbalement ou oralement. Ces mots n'ont pas de traduction propre et sont mis dans un contexte et traduits en français par monsieur, madame, mademoiselle. L'adresse d'un courrier postal par la poste utilise toujours le suffixe sama, au minimum le suffixe dono. Dans certains cas, courrier venant d'un sanctuaire, par exemple. Dans certains cas, ces suffixes sont remplacés par le titre. Ça, c'est intéressant. Par le titre accompagnant la profession de la personne à qui on s'adresse. Comme sensei pour un professeur, un chercheur, une personne à qui nous désirons transmettre un sentiment de reconnaissance ou que l'on considère comme supérieur dans un domaine. Voilà, on emploie voilà, ce suffixe sensei. Il peut s'agir de parler familièrement à quelqu'un, de quelqu'un avec un respect. Après, on peut parler de quelqu'un sans respect. Donc, on aurait dit, par exemple, Edouard, si je me adresse à toi, j'aurais dit Sensei Edouard Dmitriev. Comment est-ce que j'aurais dit c'est Edouard Dimitriev Sensei. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'on dit? On s'adresse comment est-ce qu'on dit? La profession, c'est à la fin. Oui. Mais je pense qu'il y a plus que ça. C'est pas que sensei. On va dire Monsieur Edouard Dmitriev, sensei, quelque chose. Oui, aussi, ça dépend des régions. Généralement, on met à la fin, voilà, mais ça dépend des régions. Tu as raison, parce qu'on peut aussi rajouter davantage quelque chose.
Voilà, donc on peut passer à la page suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est pas seulement les suffixes pour exprimer les relations entre les interlocuteurs, mais c'est aussi les dialectes. Le japonais, les japonais, les dialectes japonais se distinguent par la phonologie, le vocabulaire et la grammaire. Le dialecte se dit hogen, voilà, qui veut dire le dialecte en japonais. Voilà, maintenant le point 197. Voilà. En réalité, bien que la structure de la phrase japonaise commence par le sujet, celui-ci est rarement marqué comme tel et même il est souvent absent. C'est ça, c'est une grande curiosité de la langue. Ils peuvent parler, écrire une page sans mentionner, sans dire monsieur, par exemple, monsieur Dupont, il, elle, non. Ils peuvent complètement gommer le sujet. Voilà. Dans la majorité des cas, on ne trouvera pas la marque du sujet qui est ga, mais bien le marque wa, qui, bien qu'elle s'applique souvent au sujet, représente en réalité ce sur quoi le locuteur souhaite attirer l'attention de celui qui l'écoute, c'est-à-dire un point particulier de son message supposé connu d'eux. La particule wa peut aussi servir à mettre en évidence. Par exemple, monsieur A mange, monsieur B ne boit pas. Et donc, c'est A san wa tabemasu, B san wa nonimasen. Voilà, il est parfois difficile de distinguer si la particule wa est utilisée pour marquer un contraste. Quand on veut mettre l'accent sur un contraste et cela n'apparaît pas dans la structure de la phrase, on peut l'accentuer par l'inflexion vocale. Par exemple, dans la phrase Biru wa no mimasu, je bois de la bière, mais en mettant l'accent sur le fait que c'est de la bière que je bois, on pourrait dire à propos de la bière, c'est ça que je bois. Mais si on accentue le bois pour marquer le contraste, alors la phrase signifie plutôt je bois de la bière et rien d'autre. Voilà, maintenant on va passer à l'accord des verbes. Donc le point 201. Voilà, donc les verbes et les adjectifs ne s'accordent On pas a avec... encore 10 minutes. Il faut juste que je fasse je regarde. On est en train de parler de japonais. Et japonais, le shintoïsme, le bouddhisme, le chinois, le chinois. D'accord. Donc, dans cette leçon, Edouard, on est en train de parler. Attends une seconde. Les langues turques, on a déjà parlé, le mongol aussi, les tongouz aussi. Non, le mongol pas encore. Le mongol, c'est, comme on dit en français, pour la bonne bouche. Je vais parler à la fin. Après, parce que tu m'as demandé aussi de parler sur le chinois et donc le mongol, ça va. Et attends, donc on a parlé du turc, des tongouz. Et qu'est-ce qu'il manque pour parler encore, Edouard? Finir le japonais. Nous sommes en train de parler sur le japonais. Oui, qu'est-ce qu'il manque encore? Le japonais, le chinois. Le chinois, c'est une autre chose. C'est une sino-tibétaine. C'est pour la prochaine leçon. Mais qu'est-ce qu'il manque ici, Edouard?
Tu veux dire pour finir avec le japonais? Non, non, non. Pour finir la leçon, regarde ici, Edouard. On a parlé des langues Mais turques. Attends une on peut seconde. finir Attends une avec le seconde. japonais. Attends une seconde. On a parlé des langues turques. On va parler encore du mongol, c'est ça? Du mongol. Je ne pense pas parce que j'ai encore des choses à dire avec le japonais. Non, non, non. On est en train de finir le japonais, mais tu vas parler encore du mongol? D'accord, je peux Non, parler non. du Tu as encore mongol. des choses à parler du mongol? Oui, il faut que D'accord. je- Des tongouzes, tu as des choses encore pour parler sur les tongouzes? non, des Toulouse, non, des Toulouse, non. D'accord. Des lotata, tu as des choses pour parler sur lotata? Euh, le tatar, c'est le même principe que la langue Bien. turque. Ouais, mais bien au C'est point. en Tu fait, vas parler encore du tata, quelque chose? non, je ne pense pas que ça soit Le nécessaire. Il y a coréen? quelques petites. Le coréen? euh, le coréen, ça va être. D'accord, parfait. Donc, on va continuer, Edouard, dans une prochaine leçon, parce qu'il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses encore pour parler. On n'est pas en train de finir. Donc, on va continuer la deuxième partie ici sur l'accord, les verbes et tout ça du japonais. Edouard, donc, on continue cette leçon dans la deuxième partie. Et merci beaucoup, Edouard. Je vais, donc, on finit ici pour ne pas passer 1 heure et on recommence dans la deuxième partie. D'accord, d'accord. Merci, Edouard. Merci. C'est moi qui te remercie. C'est un plaisir.